On va parler d'un autre grand moment de l'histoire de l'équipe de France, France-Ukraine évidemment, parce que il y a un France-Ukraine qui arrive, ça nous a remémoré un peu de très bons souvenirs. Quelle folie! Avec Victor Coudreau, avec Baptiste Vautier qui prépare cette chronique. On s'est dit, allez, on revient sur le retour, sur la joie, sur le doublé de Sakho, sur l'ambiance qu'il y avait à l'époque, le pourquoi du jour. Pourquoi France-Ukraine 2013 a tout changé? Regardez Didier Deschamps qui s'envole dans le ciel de Saint-Denis. Moi, j'avais la chance d'être au stade ce soir-là. Je peux vous dire que, comme beaucoup de gens, ça nous a laissé un souvenir exceptionnel. Charlie Courant, il a trouvé deux journalistes aujourd'hui en suivant la conférence de presse de Didier Deschamps, qui étaient un peu nos deux grands témoins de cette époque et de ce match. Ils avaient encore les étoiles dans les yeux. Du coup, on a rajouté un petit peu de musique émouvante pour vous en mettre aussi des étoiles dans les yeux. Alors, un souvenir absolument extraordinaire, comme un film en fait qui se met en place avec des éléments forts, avec des buts, avec des visages illuminés en fait par une forme de grâce. On sent à ce moment-là que quelque chose est en train de naître. Un souvenir de liesse générale, d'ambiance géniale au Stade de France, festive, d'un match incroyable, plein de rebondissements. Voilà, c'est cette espèce de joie éternelle, des joies qui restent dans l'histoire du football, avec Sakho, avec Ribéry, une sorte de concerto parfait. Mais la question, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce match face à l'Ukraine? Il faut savoir qu'on joue un barrage, c'est un barrage France-Ukraine, on joue un barrage, pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à finir premier de notre groupe pour la qualification à la Coupe du Monde 2014. On est deuxième derrière l'Espagne, comme l'Ukraine, vous le voyez, qui a terminé deuxième à 1 point seulement de l'Angleterre. Il faut savoir que c'est un adversaire coriace, solide. Match aller là-bas, on perd 2-0, on va même se faire rouler dessus. Carton rouge pour Koscielny, une équipe de France qui est vraiment pas au niveau. Et donc forcément, c'est la catastrophe pour les suiveurs de l'époque. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous, bienvenue, barrage aller, Ukraine 2, France 0. Mais l'équipe de France, depuis 4 ou 5 ans, c'est faible. C'est faible individuellement. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs, mais collectivement, Didier Deschamps n'a pas trouvé la Le maillot est trop lourd aujourd'hui. Des joueurs ont craqué psychologiquement, je suis d'accord, mentalement. Ils nous ont, même Deschamps n'a pas jaugé la performance, enfin le mental collectif. Il se croyait plus fort et là, il y a des grosses déceptions. Le journal aussi, forcément, est très déçu. Alerte rouge, titre l'équipe au lendemain de ce match. Il faudra un miracle désormais pour que les Bleus participent au Mondial après leur triste défaite hier soir à Kiev. D'ailleurs, le petit choix éditorial de l'époque, très sympa, nous proposait ce jour-là une interview d'Emile Kostadinov qui avait marqué le but avec la Bulgarie face à la France. Est-ce que Didier Deschamps, Adrien, est en danger à l'époque? Pas vraiment. On ne dit pas qu'il va jouer sa tête sur le match retour, même si évidemment on nous voit tous éliminés. Mais en tout cas, évidemment, ces choix interrogent à Didier Deschamps dans l'équipe entre les deux matchs, entre le barrage aller et le barrage retour. Des choix curieux, un coaching malheureux, un abattement qui interpelle. Le sélectionneur français a sa part de responsabilité dans l'échec de Kiev. S'il ne parvient pas à révolutionner le visage de son équipe dans les 3 prochains jours, Didier Deschamps va rejoindre Gérard Houllier au palmarès des plus grands losers de l'histoire de l'équipe de France sur un banc de touche. Ça fait réfléchir. Et les joueurs, comment est-ce qu'ils abordent ce barrage retour? Bizarrement, ils sont pas du tout défaitistes, contrairement à l'atmosphère de l'époque qu'il l'est. On sent une foi chez les joueurs qu'on aurait dû croire à l'époque. En tout cas, moi, j'ai pas adhéré. J'ai dit bon, c'est un peu de la com, c'est un peu de la flûte, mais en fait, ils avaient raison. Ils étaient animés d'un truc, ils pensaient qu'ils allaient le faire. Mais dans les jours qui avaient précédé, on avait vraiment senti que quelque chose était en train de monter. Je me souviens des prises de parole, notamment de Mamadou Sakho, qui avait impulsé quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose d'électrique. Et grâce à l'excellent service documentation et Boris Larignon de la chaîne L'Équipe, on a retrouvé le fameux interview de Mamadou Sakho à l'époque. C'est 2 jours avant le match. Et vous allez voir, on sait qu'il a mis un doublé après. C'est assez prémonitoire. Pour se qualifier, c'est mardi, 20h45. Et j'espère justement être aligné. Bien sûr, c'est mon but, c'est mon objectif. J'ai envie de jouer. J'ai envie de tout donner pour ce maillot. Il faudra avoir le couteau entre les dents. J'espère vraiment que les 11 titulaires seront vraiment déterminés. Ce qu'il y a de plus beau, justement, c'est de renverser la tendance et montrer à tout le monde qu'on en a et que c'est possible. Ça devient une mission commando. Et le choix de la une, le jour du match, le montre bien. Elle est symbolique cette une, elle est très forte. Regardez avec tous les yeux des joueurs français, des titulaires. Faites-le avec ce texte. Les Bleus se disent prêts à jouer le match de leur vie pour effacer l'humiliation de la défaite à Kiev et se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils seront jugés
sur le terrain. Encore une fois, cet état d'esprit est mis en avant lorsqu'on ouvre le journal. Dimanche, après les 12 coups de midi sous le chapiteau de Clairefontaine, Olivier Giroud s'est déclaré prêt à mourir sur le terrain. Mamadou Sakho a proposé de montrer à tout le monde qu'on en a. J'ai la rage, si je dois jouer, je donnerai tout, a également promis Mathieu Valbuena. De l'avis de tous les observateurs, il y a bien longtemps que les Bleus conviés en conférence de presse ne s'étaient montrés aussi décidés, aussi remontés. Alors Didier Deschamps, il va faire des choix forts, très forts même. Exit ceux qui ont raté le match aller, et ils sont nombreux à l'avoir raté. Il va changer même l'alignement des joueurs sur le terrain, la composition tactique, elle va changer. Un Loïc Rémy, un Samir Nasri, un Olivier Giroud également ne débuteront pas. Koscielny, après un rouge, est suspendu. Eric Abidal également va sortir. On donne plus de liberté offensive à Paul Pogba. On aligne Mathieu Valbuena. On aligne évidemment le choix de titulariser Sakho à la place d'Abidal. Raphaël Varane également est titulaire. Et ça marchera. Les Bleus s'imposent 3-0, remontent leur retard, se qualifient, doublé de Mamadou Sakho. But de Benzema, c'est 2 choix forts de Deschamps. C'est la joie, y compris évidemment sur le plateau de l'équipe du soir. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. L'équipe de France, direction le Brésil, Rio de Janeiro. L'équipe de France qualifiée pour la Coupe du Monde. Un succès 3-0. Est-ce que c'est miraculeux? Oui, ça le devient, puisque ça fait 7 ans qu'on était au pain sec et à l'eau. On parlait de réconciliation avec le public français. Je pense que ce soir, on peut parler d'un prémisse de communion entre le public français et l'équipe de France. Oui, à l'époque, il y a un fossé entre les Bleus et son public. Il y a eu l'Euro 2008, il y a eu Naïsna. L'équipe de France commence un petit peu à se réconcilier avec son public. Et puis, il y a l'Euro 2012 qui ne se passe pas très bien. Et là, il y a une forme de liesse générale, quelque chose qu'on n'a pas vécu depuis 1998 probablement. C'est la première fois, à mon sens, qu'on a vu au Stade de France une communion totale entre un public et l'équipe de France. Moi j'étais à l'inauguration du Stade de France le 26 janvier 98 avec le but de Zidane contre l'Espagne. J'étais à la Coupe du Monde 98 quand la France a gagné, mais j'ai jamais vécu un plus grand match que ce France-Ukraine au Stade de France qualificatif. C'était incroyable, quoi. Il y avait des drapeaux partout, il y avait une ambiance électrique. Toute la France y croyait, en tout cas tout le Stade de France y croyait, les joueurs y croyaient, et c'est ça qu'on a vu, c'est la fusion entre deux croyances. Et le lendemain, la une de l'équipe le montre, ça y est, on respecte et on aime et on admire cette équipe de France. La une, c'est respect avec « ils l'ont fait ». Les Bleus ont su se transcender pour dominer l'Ukraine et aller chercher ensemble leur billet pour la Coupe du Monde au Brésil. Un autre homme a le respect de tous désormais. Deschamps a réussi le premier de ses très nombreux exploits avec l'équipe de France. C'est vraiment le début de l'histoire de la patte de Didier Deschamps en tant que sélectionneur dans cette équipe de France. Deschamps, ça lui a donné une sorte de blanc-seing pour la suite, quoi. Il était tranquille pour plusieurs années. Ce soir-là, il devient le patron, le guide, en fait, qui va emmener ensuite l'équipe de France vers tous les succès qu'on a connus. Oui, ça l'a lancé. Lui commence en 2012, on va dire que c'est l'acte fondateur de son mandat, quoi. Et là, je pense qu'il a complètement endossé le costume de grand sélectionneur à ce moment-là. Et ce sera donc le début d'autre chose. La fin d'une époque, le début d'une autre. En préparant cette chronique avec Victor, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez marrant, c'est que ce match contre l'Ukraine, c'est le dernier sans Griezmann ou Mbappé sur le terrain pour l'équipe de France. Il faudra attendre le 14 novembre 2024 pour avoir un premier match sans Griezmann et Mbappé. Donc c'est la fin d'une époque, c'est le début d'une autre. Le mot de la fin sera pour Hugo Lloris, dans une interview qui date de 2019, qui montre bien ce que ce match représente pour l'équipe de France et ceux qui y étaient à l'époque. C'était un match riche en émotions et c'était certainement ce match-là qui nous a donné un élan positif pour la suite, que ce soit pour la Coupe du Monde au Brésil, pour l'Euro disputé en France et puis pour le sacre mondial en Russie. Je crois toujours qu'il y a un point de départ dans une histoire et certainement que ce match a servi de référence. C'est le soir finalement, plus qu'un match et plus qu'une qualification à la Coupe du Monde, le soir où notre cœur a recommencé à battre pour l'équipe de France. Merci. Adrien Combe. Vous étiez avec Arthur Giron aujourd'hui? Avec Victor Coudreau. C'était Victor. Ainsi que Baptiste Vautier. Et Baptiste, très bien. J'en mettrai jamais les trois d'un coup, j'y arriverai pas. Merci Victor. Tout à l'heure, je le disais en début d'émission, alors pour ceux qui sont là depuis un petit moment, mais je vous l'ai redit au cours d'émission, c'est jamais neutre pour moi d'une qualification pour une Coupe du Monde. Et en fait, c'en est l'exemple le plus frais. C'est pas si vieux, c'est avec des joueurs, certains jouent encore, c'est le même sélectionneur. Donc vraiment une qualif pour la Coupe du Monde. On a l'impression que c'est devenu, comme maintenant il y a 48 équipes parce qu'on joue dans une poule où il n'y a plus l'Espagne. Là, on jouait
l'Espagne, hein, c'est pour ça qu'on joue les barrages. Enfin, quand même, c'est pas rien, Loïc Tanzi, une qualif pour une Coupe du Monde. Et moi, je trouve que c'est important de le rappeler. Voilà. Et que ce moment-là, c'était un moment de communion footballistique exceptionnel. Bien sûr, c'est pas rien, mais c'est devenu le minimum pour cette équipe de France. Eh oui, ça a changé. Tout a changé avec ce match. Oh, oui, parce qu'au-delà de ça, on peut se rappeler de ce match-là, même de la Coupe du Monde derrière. On fait quart de finale. Ouais. Et quart de finale, on se dit c'est un bon résultat pour cette équipe de France. Aujourd'hui, si on se dit on fait quart de finale aux États-Unis l'été prochain, on se dit ah non, on a manqué notre Coupe du Monde. Donc c'est là aussi où on se dit vraiment que tout a changé parce qu'on est déjà content d'y être. On fait un quart de finale, on bat le Nigeria en 8e et on se dit bon, on est content, on perd contre les Allemands, ils sont plus forts que nous. En plus, on d'une perd tête, d'une tête. Pas si mal, allez, on rentre à la maison, on est content. Et tout a changé, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir aussi, j'ai envie de dire, aussi peu d'attentes. C'est pas vrai, mais on a des attentes beaucoup plus élevées. On n'abordait pas la Coupe du Monde au Brésil pour la gagner. Ah, bien sûr. C'est ça qui a changé. Là, aujourd'hui, Pierre, on y va en se disant l'objectif, c'est de se venger d'il y a 3 ans et demi, quoi. Bien sûr. Ouais, l'objectif, c'est évidemment de la gagner et que Deschamps prenne un deuxième titre majeur aussi sur son long mandat. Il y a ça aussi, je pense, qui joue dans cette tête-là. Et tout a commencé là. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Moi, j'étais au stade aussi ce jour-là et j'ai le même souvenir que les journalistes qui sont interrogés dans le sujet. C'est vrai que c'est un moment incroyable. Je ne sais pas si c'est le plus grand match de l'histoire du Stade de France, comme le dit Dom, versus France-Brésil. Dom, il en fait des tonnes, mais non. Mais non, c'est un match. C'est la plus grosse ambiance. Mais surtout, oui. Les émotions, ouais, c'est. Ce qui est fou, c'est qu'on est quand même assez proche. Il faut se rappeler à l'époque, on est quand même encore proche de Naïsna, l'air de rien. Naïsna, c'est 3 ans avant, c'est pas. Et c'est pour ça que c'est l'explosion de joie. On avait honte. Je dis pas que tu le ressens encore, mais il y a quand même une espèce de peur que ça revienne, tu vois, que cette équipe de France, finalement, tu peux vite te remettre à pas l'aimer du tout, quoi, comme c'était un peu le cas à l'époque. Et là, ouais, ils ont tout changé, quoi. Puis il y a eu des joueurs un peu chouchous, tu vois, Sakho, ce soir-là, tout le monde l'aime, que tu sois Marseillais, Lillois ou je sais pas quoi, tu kiffes Sakho, quoi. Après, le truc, c'est qu'on a quand même cette capacité, alors dans la vie en général, et heureusement, hein, parce que sinon on n'avancerait pas, et dans le foot en particulier, Émilie, d'oublier quand même des choses. C'est-à-dire que là, Pierre nous ramène dans la tronche que Naïsna, c'est pas si vieux, c'était effectivement 2-3 ans, Coupe du Monde d'avant. 3 ans plus tôt, là, voilà, la Coupe du Monde d'avant. Finalement, là, je vous dis une qualification pour la Coupe du Monde, bah, c'est pas si vieux que ça. Donc aujourd'hui, il en reste quoi ? Des émotions. Un joueur, c'est Mamadou Sakho, voilà. Est-ce que c'est le doublé le plus fou comme celui de Thuram en 98 ? Alors pas dans les mêmes perspectives, mais voilà, ça fait partie de ces exploits de légende qu'on verra plus ou qu'on verra une fois tous les 30 ans. Et aussi un soulagement du début d'histoire, en fait. Pour moi, c'est la reconquête. Elle débute à partir de là où on a tellement été déçus par les Bleus, ou en tout cas on ne s'attendait pas à ça, que là tu te dis ok, l'histoire elle reprend, et comme le dit Loïc, après bah oui, un quart ça te suffit, enfin c'est bon, tu repars avec eux et tu as envie parce que, et ça se voit dans la communion. On les aime quoi à nouveau. Oui, et je trouve par contre que les joueurs le rendent bien. Quand vous relisez les communications, ce que tu montrais Adri sur les déclarations de Sakho, etc., ouais, il y a un était bon en investissement. conf, là. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on revoie ça après. Et c'est là où on se rend compte que, comme dirait quelqu'un, le football, il a changé. Parce qu'effectivement, on est un peu habitué à tout ça. Non, mais ils feront une story Instagram avec un point levé. Et puis... Non, c'est pas vrai. On invoque ce match-là aujourd'hui pour les matchs de l'équipe de France. Avant la Croatie, on a perdu en Croatie au mois de mars. Ouais, on l'a invoqué léger. Hein. Moi, j'ai pas vu des grosses idées de fumée. En conférence de presse, on leur a quand même demandé, est-ce qu'il faut, notamment au sélectionneur, est-ce qu'il faut se rappeler de ce que vous avez fait contre l'Ukraine pour remonter contre la Croatie, même si c'est pas le même. C'est parce que c'est le score qui provoque ça. Parce que c'est pas une remontée, quoi. Je veux dire, les finales Ligue des Nations ou demi-finales d'ailleurs. C'est pas le même enjeu. Oui, mais pour aller en rappelle de ce qu'a fait cette équipe de France, pour essayer de le refaire. Néanmoins, aujourd'hui, un enjeu moindre. Je ne sais pas si on retrouve chez les joueurs d'aujourd'hui, avec l'histoire de l'équipe de France à date, la même hargne pour aller chercher un match. Moi, et je vous dis ça. Je leur souhaite quand même. Moi, je nous souhaite. J'ai juste la pensée de l'Euro. En fait. Après, on se dit, c'est le début. On se dit, c'est le début de l'histoire. Jérôme Alonso, on dit, voilà, c'est parti de là. S'ils s'étaient pas qualifiés, on ne sait pas ce qui serait passé. Deschamps était en danger. Tout ça est très vrai, mais en même temps. On ne s'est pas qualifié pour 94, on a gagné en 98, certes, à domicile, avec toutes les histoires. Mais vous pensez que si on avait loupé la qualif, on n'aurait pas été champion en 2018, par exemple ? J'en ai l'intime conviction. Je pense que c'est le début de tous les succès d'après commencent ce soir-là. Et moi, je me rappelle avoir vécu ce match sous le prisme d'un gamin que j'ai vu arriver à l'entraînement 5 ans avant. Il va être le héros de ce soir-là. Mamadou Sakho, 5 ans avant. Guy Lacombe le fait monter en pro. Une opposition un mercredi matin, je vois le grand machin arriver. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et premier entraînement, il fera. Et en fait, c'est très drôle de suivre un match par le prisme d'un gamin que tu as vu évoluer du jour 1, enfin du jour 0 même, jusque-là. Rappelez-vous, l'année d'après, Paul Le Guen le met capitaine. Il n'a pas encore 18 ans. Et puis après, le PSG. Et de voir, en fait, la conférence de presse de Mamadou, moi qui le connaissais très, 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 très bien, je dis, mais il va le faire, ce con, en fait. Il peut.
Parce que s'il y a bien un mec dont je sais que mentalement, c'est un des types les plus forts que j'ai connus de toute ma carrière, et qui prennent la parole avec cette espèce de force tranquille. Vous avez vu la conférence de presse ? Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et dans le vestiaire, Mamad était comme ça. Mais comme ça à 17 ans, hein. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Et de voir l'évolution, en fait, j'ai un peu égoïstement suivi ce match par ce prisme-là, parce que j'ai vu ce gamin arriver, finalement, à l'échelle du foot, très peu de temps avant. Là, pour le coup. Et là, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il est devenu, ce type ? C'est fou, je l'ai vu arriver il y a 5 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Avec ses chaussures blanches et sa crête, déjà, et Guy Lacombe, il n'en pouvait plus, il arrivait en retard. L'histoire de ce gamin, elle était folle, mais je vous assure, c'est l'histoire de Mamadou Sakho du jour 1 au PSG à ce match-là, son doublé. Bah, j'étais super heureux. Ça veut dire que... C'est assez rare de pouvoir voir un gars que tu as vu éclore, arriver à être un héros national comme ça. Je trouve que c'est rare. Non, mais voilà, vous avez répondu à ma question. Donc ça veut dire que c'est un héros aujourd'hui de l'équipe de France. De par ce match-là, il restera dans l'histoire de l'équipe de France. C'est un gros marqueur de l'histoire des Bleus. Mamadou Sakho, mécaniquement, par ce match, est quelqu'un qui, je pense, a changé l'histoire des Bleus pour la décennie d'après. Bon, eh ben, écoutez, on s'est replongé dans ce match-là.